Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Dossier brûlant consacré ce soir à l'agriculture, spécifiquement sur les politiques publiques et privées pour rendre l'agriculture burkinabé attractive, source d'emploi pour les jeunes et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le potentiel, il est là. Tenez, le Burkina Faso, c'est 9 millions d'hectares de terres cultivables exploitées à seulement 46% des terres irrigables évaluées à 233 500 hectares, sans compter près de 500 000 hectares de bas-fonds aménageables. Bien sûr, ces chiffres sont de 2012, longtemps avant le terrorisme, mais l'insécurité très prononcée, les déplacements massifs ont fortement affecté les activités agricoles dans les régions agro-pastorales du Liptako-Gourma. Selon les données officielles, plus de 450 000 hectares de surface cultivable ont été perdus à cause des violences lors de la campagne 2021-2022. Comment le Burkina, dans le contexte qui est le sien, peut repenser les systèmes de production en réduisant sa dépendance à l'extérieur, réduire les importations qui couvrent la quasi-totalité des besoins de consommation du pays. Ce soir, on en parle avec nous sur ce plateau, 3 invités. Je m'en vais les présenter. Je vais commencer par Marc Gansoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Je précise que la CPF reste attachée, c'est dans vos objectifs, à la souveraineté alimentaire et se voulant une agriculture durable, productive et compétitive, garantissant l'accès à la terre et la sécurisation foncière pour toutes les catégories de producteurs. Bravo. Et voilà. Vous êtes avec nous. Vos vis-à-vis, Noba, Francéline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice de sémencières, vous êtes la directrice de l'entreprise et promoteur des produits agricoles modernes, EPAM. Vous êtes spécialisée dans la production, l'entreprise, cela s'entend, dans la production et la commercialisation des semences céréalières. Et vous avez pour ambition, votre entreprise, pour ambition d'œuvrer à une meilleure connaissance de la semence et de son utilité. Je précise également que vous êtes diplômé en bâtiment et travaux publics. On va en parler de cette trajectoire de bâtiment travaux publics à productrice aujourd'hui de semences améliorées. Et enfin, le troisième vis-à-vis, c'est un économiste, conseiller des affaires économiques et expert en commerce international et consultant, Wilfried Kiema. Bonsoir. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va aller vite. Le Burkina Faso est un pays agricole. 56,2% des 20 505 155 habitants sont des agriculteurs, des ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche. Ça, c'est le recensement général de la population et de l'habitant 2019. Alors, le potentiel, on l'a dit, il est là, mais on a cette image de notre agriculture qui est, on va dire, un peu dépassée, des paysans qui sont toujours avec la daba, ou la machette. Est-ce que c'est une image, M. Gansoré, qui est loin de nos réalités? Enfin, de cette réalité pour ceux qui sont en ville, qui ne s'attachent pas trop à ce secteur-là. Merci d'abord. Je commence à dire merci à Burkina Info. Et je vous dis merci pour cette émission. C'est la première. Nous avions la première, en tout cas, de prendre la parole pour parler de sécurité alimentaire de ce pays, qui est quand même un sujet en permanence d'actualité. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina, depuis nos indépendances, quand même, ont travaillé à développer des initiatives allant dans le sens d'accompagner un développement harmonieux de l'agriculture avec les insuffisances que l'on observe. Okay. Alors, c'est vrai que nous avions plus de la moitié de la population qui est dans l'activité agricole. Okay. Mais vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement dans les pays du Sahel, sont confrontés à un certain nombre de difficultés liées aux effets des changements climatiques, actuellement liées à l'insécurité que nous vivons. Et la Covid-19 est passée aussi par là. Liées à la question sanitaire que nous avons vécue, qui continue
malgré tout, on le dit, c'est pas totalement fini. Et qui affecte également le secteur? Qui a affecté et qui continue d'affecter parce que nous sommes en train de vivre le post-Covid. Post-Covid, ok. Aujourd'hui. Et vous aviez aussi cette difficulté d'avoir des politiques agricoles adaptées à notre contexte actuel. Il y a un certain nombre de facteurs. Je prends d'abord les difficultés récurrentes que nous voyons, changement climatique et tout ce qui s'ensuit. La seule difficulté majeure récurrente, c'est cette vision que nous avions de notre agriculture. Okay. Si on ne définit pas une bonne vision de notre agriculture aujourd'hui, si on n'arrive pas à le définir comme il se doit, ça veut dire que la projection que nous allons faire ne va pas répondre aux attentes de la population à l'heure actuelle. Vous dites que les politiques publiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui au niveau du secteur de l'agriculture ne sont pas adaptées. Jusqu'à preuve de contraire. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, ce n'est pas encore adapté à notre contexte. Expliquez. Je vous explique. Quand vous êtes face à un changement de climat et que vous êtes, l'agriculture est tributaire de la pluie, malgré les efforts consentis par l'État pour faire les retenues d'eau et les grands barrages qui ne sont pas suffisants, on ne peut pas faire des retenues d'eau partout, on regarde le potentiel qu'on a, on n'arrive pas effectivement à les aménager comme il se doit, et que depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, 86% de ces populations qui tendent vers 23 millions, nous sommes à une production d'environ 5 millions de tonnes de production vivrière. C'est insultant. C'est insultant l'année, dans la mesure où on devrait être à mesure aujourd'hui d'avoir une production permanente, que ce soit en saison humide, que ce soit en saison sèche, de pouvoir faire une production conséquente avec tout ce que nous avons comme impondérable dans l'agriculture pour faire face à cette situation d'insécurité alimentaire permanente. Sur 5 ans, nous avions 3 années de déficit alimentaire. Et ça, c'est connu de tout le monde. Alors, les sols ne sont pas, bien entendu, adaptés justement aux cultures. On va revenir à vous qui êtes dans la commercialisation des semences. Est-ce que justement ces semences améliorées ne permettent pas justement de s'adapter, je parle des cultures, par rapport au sol du Burkina? Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci pour la parole. Merci à Burkina Info pour l'invitation. Bon, avant de répondre à la question, je dirais que les semences jouent vraiment un rôle très très important dans la production, ainsi que pour pouvoir obtenir de gros rendements. La semence joue 40... Ouais, parce qu'il a parlé du climat, il a parlé du fait que l'agriculture est tributaire justement d'une bonne pluviométrie. Je veux parler des semences améliorées. Est-ce qu'à ce niveau, cela joue aussi sur les questions de productivité? Oui, ça joue sur les questions de productivité. Il faut des semences de bonne qualité pour avoir de bons rendements de production. Oui. Donc, on peut dire que la semence joue un rôle très, très, très important. Et ça fait 40% de la production que la semence joue. Je vous retourne la question au niveau des semences. Est-ce que justement ça ne vient pas jouer sur le facteur pluie? Oui, mais vous reconnaissez avec nous qu'aujourd'hui, il y a un travail considérable que la recherche a fait, que nous les félicitons, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire dans la mesure où nous avions plusieurs zones agroécologiques aujourd'hui. Et quand on regarde la pluviométrie en fonction de ces zones agroécologiques, il est nécessaire aujourd'hui que nous ayons d'abord des semences adaptées à ces zones agroécologiques et des semences avec une valeur ajoutée dans sa productivité, dans sa résistance même à la sécheresse et tout ça, et que nous puissions mettre à la disposition de l'utilisateur de ces semences
les quantités nécessaires au temps opportun pour faire face effectivement à ces difficultés que nous avons aujourd'hui. Et il y a des semences qui ne sont pas adaptées à certaines zones agricoles. Mais bien sûr, parce qu'il y a des variétés de semences. Okay. Si vous l'utilisez dans le centre et que vous utilisez cette même semence-là dans l'ouest, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats parce que ce n'est pas les mêmes zones agroécologiques. Et nous avions, par exemple, au centre, c'est quoi? Le minimum, c'est 400 à 500, 600 mm. Alors qu'à l'ouest, vous avez environ 1000 à 1200 mm de pluie étalée encore sur plus de mois qu'au niveau du centre. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la faiblesse que nous avions aujourd'hui, c'est une faiblesse d'accompagner notre recherche à mettre une technologie qui puisse répondre à toutes ces impondérables que nous avions citées. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, malgré ce qui a été fait, on a fait quand même une trouvaille où il y a des semences qui ont un potentiel de rendement milieu paysan à 9 tonnes hectares. 12 tonnes même pour ceux qui arrivent à maîtriser toute la technologie et la technique nécessaire. Mais c'est quoi le problème? Pour arriver à un très bon résultat, il y a plusieurs facteurs à plusieurs niveaux. D'abord, en amont de la production, il y a d'abord la connaissance même de la semence que vous devez avoir. Deuxièmement, vous aviez même les facteurs de production, ça veut dire le matériel même aratoire pour travailler convenablement votre sol. Troisièmement, il y a l'aménagement de ce terrain et l'aménagement du terrain sur lequel vous travaillez. Et en plus de cela, quand on veut parler de modernisation de l'agriculture, c'est qu'il faut avoir un matériel qui puisse te permettre depuis l'amont jusqu'à l'aval de la production post-récolte pour même minimiser. Est-ce que vous qui êtes dans le secteur, est-ce qu'on est aujourd'hui, je vais parler du Burkina, notamment pour le secteur de l'agriculture, est-ce qu'on est au niveau de la modernisation de notre agriculture? Est-ce qu'on est au stade de la modernisation de l'agriculture? Non. Vous savez, il y a eu des efforts. Ça, je suis d'accord. Mais nous sommes à l'instant, par mémoire, nous sommes à environ 32% des exploitations agricoles aujourd'hui que nous avions. Et par mémoire encore, je vous dirais que nous avons environ 1 500 000 ménages agricoles. Et c'est 1 500 000 ménages agricoles, il n'y a que 32% qui puissent avoir un matériel de différents niveaux. Vous avez ceux qui sont avec toujours la taxon animale. Et dans cette taxon animale, les statistiques qui sont données, on n'a pas dépassé 20% de ceux-là qui sont à la motorisation. Quand je parle, ce n'est pas des machines, des mastodontes que l'on voit généralement, on cite, non, c'est des motoculteurs, c'est des petits tracteurs pour le travail. Et bon, il y a aussi les entrepreneurs agricoles aujourd'hui qui ont d'autres engins. Mais je veux dire, c'est insuffisant pour un pays tel que le Burkina Faso. Qui est un pays agricole. Agricole. Quand on parle d'agriculture, c'est même avec la question de l'élevage. Alors, M. Kieba, vous êtes économiste. On ne va pas trop rentrer dans les questions de politique agricole, mais en même temps, vous avez près de 130 millions de jeunes ruraux qui sont âgés de 14 à 24 ans en Afrique, selon les estimations. Et vous avez des jeunes Africains qui sont chaque année entre 10 à 12 millions arrivés sur le marché de l'emploi. C'est quand même une main-d'œuvre qui pourrait aussi permettre de régénérer un secteur agricole. Parce que comme il a dit, ce n'est pas un secteur trop attractif, justement. Oui. Merci pour cette invite. Moi, j'allais faire une analyse tendant à faire saisir cette opportunité. Allez-y, allez-y. Que d'avoir des jeunes entrepreneurs agricoles sur notre marché. Tantôt, le SG l'a évoqué, nous sommes un pays agricole.
Alors, il faut préciser qu'il est le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Bon, pas du ministère, cela s'entend. Oui, le SG du CPF. Ouais. Et cette jeunesse qui constitue le fer de lance de notre économie peut s'intégrer dans le monde du travail en captant ces niches d'opportunités dans le monde agricole. Bon, Sincèrement. En même temps, le dessin qu'il a fait justement de ce secteur n'est pas aussi trop attractif. L'État fait des efforts, mais ce n'est pas assez. On est toujours encore avec des outils qui ne sont pas aussi adaptés, qui ne sont pas des, comme il a dit, des mastodontes, justement, pour avoir une très grande productivité dans le secteur. Oui. Qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes urbains, ceux qui ont fait l'école? Je crois que Madame Noba va revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui pourrait intéresser des jeunes justement à se lancer dans l'agriculture? Il n'y a que des opportunités. Vous avez tantôt le domaine de la pisciculture, qui est un domaine encore peu développé dans notre pays. Et c'est des niches qui ont fait preuve pour amener en tout cas la jeunesse à s'occuper pleinement. Alors, de ce qu'il a dit, est-ce que vous avez le sentiment que on a trop oublié ce secteur-là pour les politiques publiques? Bon, moi, je ne vais pas avoir cette analyse. Okay. Et je dirais plutôt il y a toujours des efforts constants qui sont faits, mais la forte attente en matière de rendement, de performance et des défis liés à la sécurité alimentaire, on doit encore fournir plus d'efforts en faveur du monde rural. Et ça demande un travail de veille constante, que ce soit des acteurs étatiques. Depuis les indépendances, le Burkina a un potentiel qui est là. On a des politiques publiques qui sont mises en œuvre, on a des projets et programmes, de l'argent public qui est injecté, de l'argent des partenaires qui est injecté justement dans ces projets et programmes. Mais on a comme l'impression qu'on a un secteur qui ne bouge pas trop, qui n'est pas trop attractif, qui n'attire pas trop de jeunes et qui ne nourrit même pas sa population. C'est là tout l'enjeu aussi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et j'allais dire que ça demande un travail de fourmi, que ce soit des acteurs étatiques et que ce soit au niveau des agriculteurs. Il faut véritablement aller dans le sens de la professionnalisation du monde agricole. Okay. Et c'est dans ce sens que nous pouvons capter tout le potentiel qu'il existe dans le monde agricole. Okay. Alors, Franceline Noba, vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous êtes dans la production de semences. Vous êtes une femme. Oui. Voilà, excusez-moi d'insister là-dessus. Mais en même temps, la question, je vous la retourne, qu'est-ce qui peut attirer aujourd'hui un jeune, femme comme homme, aujourd'hui qui a fait des études secondaires très poussées, à aller dans un secteur qui n'est pas trop attractif? Ok. Bon, il faut que les jeunes voient que l'agriculture, c'est un domaine comme tous les autres. C'est un métier. Okay. Et il y a des avantages dans l'agriculture. Il faut savoir qu'un agriculteur, il est toujours autonome. Arriver à produire soi-même, manger et pouvoir commercialiser, vraiment, c'est un métier comme un soudeur qui s'y connaît en matière de soudure, comme un mécanicien qui arrive à réparer. Aujourd'hui, le message que vous avez à donner aux jeunes, c'est que vous pouvez être votre propre boss. Vous pouvez cultiver, vous pouvez nourrir votre famille et vous pouvez également vendre. C'est ce que vous dites? Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent savoir que l'agriculture ne doit plus être à un stade de subsistance. Ça doit être de l'agro-business. On doit arriver à l'agro-business. Mais comment on arrive à l'agro-business et avec quels moyens? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Je vais aller dans le sens contraire de l'aiguille. Commencez d'abord. Qu'est-ce qui peut rendre une agriculture attrayante? C'est le marché. C'est le marché. C'est la valeur ajoutée aux produits qu'on met sur le marché. Et à partir de cela, pour arriver à aller sur un marché avec une quantité de produits de qualité,
qui est adapté même à la transformation. Pour que tu aies une valeur ajoutée, il faut d'abord que nous regardions comment on travaille, avec quoi on travaille, pour qui on travaille, quand on travaille, pour alimenter ce marché. Prenez quelqu'un aujourd'hui, un agriculteur, un jeune agriculteur, parce que 77% de la jeunesse burkinabé aujourd'hui est en milieu rural. Oui. Tout à fait. D'accord? Et c'est 77% de jeunes qui attendent, qui ne peuvent même pas avoir accès au crédit. Parce qu'on s'est dit que l'agriculture est un secteur impondérable. Et on s'est dit que l'agriculture a des incertitudes. On s'est dit qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Et à partir de cela, même du crédit, regardez quelle est la connaissance que l'on donne à ces jeunes, à ces hommes, à ces femmes, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré ce qu'ils font. Et avant ça, regardez même la question de la sécurisation foncière. Il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui, si on y prend garde et qu'on va seulement prendre le bout d'un problème pour le résoudre sans tenir compte des autres problèmes environnants, nous allons nous retrouver toujours avec une façon d'intervention saupoudrée. Okay. Et il est utile que chacun comprenne aujourd'hui que le devenir de ce pays, c'est dans notre agriculture. Ne regardons pas l'explosion de l'or, de machin qu'on a. C'est vrai, nous avions une ressource très riche. Mais n'oubliez pas que depuis même ceux qui sont développés aujourd'hui ont développé leur pays à partir de l'agriculture. Tous les pays que vous avez vus, il y a les plans Marshall des autres pays que vous avez écoutés, vous avez lu, même si personne ne l'a vécu. Justement, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez soulevé, vous avez donné beaucoup de chiffres, mais est-ce que vous avez, enfin, vous êtes dans le milieu, vous avez l'impression que on produit assez au Burkina pour nourrir localement, ou le problème ne se pose plus à ce niveau, au Burkina Faso? L'autosuffisance alimentaire, on ne l'a même pas encore atteint à 100%. Je vous ai dit, dans 5 ans, on a 3 années de déficit alimentaire dans ce pays. Dans 5 ans? Oui, sur 5 ans, on a 3 années de déficit alimentaire. Et c'est vraiment pas luisant pour un pays à vocation agricole. Si aujourd'hui nous voulons arriver à résoudre un tant soit peu la question, je vous ai dit, il faut que ça soit sur toute la chaîne, en amont et en aval de la production. Tout en regardant les services connexes à cette agriculture, qu'est-ce que l'on fait? D'abord pour les crédits et le renforcement des capacités, ces bateaux, souvent on le dit, c'est la formation. Et même Est-ce que les agriculteurs ont besoin de formation aujourd'hui? Mais quand vous donnez une nouvelle technologie à quelqu'un, il faut se donner les moyens de lui donner la capacité d'utiliser cette technologie. Je vous donne un exemple. Et quand nous avions lancé au Burkina l'utilisation des pesticides et des insecticides qui ont été lancés, j'ai dit ce jour au ministre qui était présent que nous sommes en train d'ouvrir la porte du diable pour notre agriculture au Burkina. Pour la simple raison que le premier danger que nous allons être confrontés, c'est la capacité d'utiliser rationnellement les technologies qu'on nous propose et savoir faire la différence entre une bonne technologie et une mauvaise technologie. La preuve aujourd'hui, quand vous regardez l'utilisation faite par les herbicides, les pesticides, sur le plan même sanitaire, sur le plan environnemental, il y a des difficultés qui commencent à se pointer. Alors, Franceline Nouba, est-ce que sur le terrain, vous constatez cela? Sur l'utilisation justement des pesticides, parce que je précise également que vous êtes dans la production, est-ce que sur le terrain, cela est visible? Oui, sur le terrain, cela est visible, mais bon, nous n'encourageons pas
l'utilisation de pesticides. Et il faut arriver à pallier à cela pour que les gens n'utilisent plus beaucoup les pesticides sur la production. Bon. En utilisant, les pesticides naturels. Ok. Oui, arriver à fabriquer nous-mêmes nos propres pesticides pour pouvoir faire les traitements sur le champ. Je crois que c'est le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, qui a une usine d'intrants, c'est de pesticides, je crois. Oui. On n'est pas encore à ce niveau. Mais en même temps, moi, la question que j'ai envie de vous poser à vous et à M. Kieba, est-ce que le secteur peut se présenter comme un potentiel de réservoir pour les jeunes? Oui, le secteur, c'est un potentiel pour les jeunes. Parce qu'il faut qu'on arrive à industrialiser le secteur. Arriver à produire nous-mêmes nos propres engrais, nous-mêmes nos propres pesticides. J'allais vous dire que c'est l'idéal. Mais comment on fait pour arriver à cela? Monsieur Kieba, vous avez un début de réponse? Oui. En ce qui concerne la motivation des jeunes à s'investir dans l'agro-business, il y a plusieurs raisons. Et les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas douter d'eux. C'est eux qui ont l'avenir, c'est eux l'avenir. Et nous avons beaucoup d'instituts qui ont développé des filières agroalimentaires dont cette compétence demande à être employée. Et lorsque vous mettez ces jeunes sur le terrain, ils vont relever d'énormes défis. Ils ont des capacités extraordinaires. Confiez-le la responsabilité de porter notre agriculture au plus haut niveau et ils vont relever ces défis. Je prends pour compte, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le secteur. Ce n'est pas les opportunités qui manquent. Est-ce qu'il y a l'accompagnement suffisant à ce niveau-là? D'accord, vous n'êtes pas dans le secteur, vous êtes économiste. Je vais venir à vous parce qu'on vous a appelé, je le précise aux téléspectateurs, pour revenir sur la question d'importation parce qu'on est beaucoup dépendant de l'extérieur. Je vous retourne la question. Vous voulez que je la reprenne? Oui. Voilà. Alors, je vais parler des jeunes. On a des jeunes qui sont dans le secteur, des jeunes surtout ruraux. Est-ce que l'accompagnement est suffisant à ce niveau-là? Si elle était insuffisante, on ne serait pas confronté à cette difficulté aujourd'hui. C'est parce qu'elle est insuffisante que vous constatez l'exode rural aujourd'hui. C'est parce qu'elle est insuffisante que vous constatez le désœuvrement des zones aujourd'hui. Même en milieu rural, quand on parle de chômage, il n'y a pas de chômeurs en milieu rural. Non, il n'y a pas de chômeurs en milieu rural. On n'arrive pas à employer même les jeunes en milieu rural en plein temps. Pour travailler la terre. Pour travailler la terre, et la terre ne se travaille pas. Ce n'est pas la production, travailler la terre, mais il y a l'élevage. Il y a l'arboriculture. Il y a une diversité. C'est ça la polyculture. Okay. Aujourd'hui, il faut arriver dans les ménages agricoles que nous avions aujourd'hui, accompagner les gens à faire une production intégrée. Car même pour les questions de la fertilisation des sols, mais nous avions une stratégie de développement agroécologique. Mais qu'est-ce qu'on met comme moyen derrière pour impulser cette pratique agroécologique? Ce n'est pas nouveau, l'agroécologie. C'est une pratique ancienne que nos parents, nos grands-parents ont utilisée, qui, avec l'introduction des technologies telles que les engrais qu'on a connus, de plus en plus, on a abandonné nos bonnes habitudes. Okay. Alors, et ces bonnes habitudes aujourd'hui nous coûtent cher. L'engrais qui coûtait, il y a un moment, moi je connais les sacs d'engrais avec mon père, à 3500 francs le sac de 50 kilos. Aujourd'hui, le même sac de 50 kilos, il coûte 35 000 francs à certains endroits. Le sac de l'engrais. Le sac de l'engrais. Alors, si nous avions, au regard de la situation que nous vivons, nous voulons apporter des innovations dans notre façon de travailler, nous voulons apporter un plus pour que nous puissions sortir de notre dépendance, de notre insécurité alimentaire. Il faut se donner les moyens de mettre en œuvre avec des orientations assez claires et précises dans le temps
tous les programmes et la vision que nous avions pour notre agriculture. Nous avions une vision de notre... Vous n'arrivez pas à lire la vision qui est impulsée au niveau du département? Oui. Mais c'est une vision pas futuriste. Ok. Non. Si nous avions une vision futuriste, comme ce que nous avions commencé au temps de la Révolution, aujourd'hui, on ne serait pas là où nous en sommes. Parce que, vous voyez, le Burkinabé, c'est un grand travailleur. Si vous rentrez dans les champs aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Entre les 4 murs, c'est un peu difficile. Mais qu'est-ce qu'on apporte à ces gens réellement en termes d'accompagnement efficient? Pour la production locale? Pour la production locale. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je prends même un exemple tout de suite. Bagley qui est là. Il y a combien de superficies aujourd'hui qui ne sont pas encore totalement exploitées? Vous pensez qu'on va rester dans les discours? Je suis bien d'accord et moi je suis très content. Quand j'écoute le président du PASO actuellement, je m'envole dans mes rêves. Je m'envole dans mes rêves parce qu'il est en train de lire la vision que nous voulons avoir de notre agriculture. Mais il n'a pas encore eu les moyens nécessaires pour effectuer. Il n'a pas encore eu les moyens nécessaires. En même temps, on va aborder les questions d'importation de céréales, parce que je le disais en début d'émission, on est beaucoup dépendant justement de ces importations. Rien que pour le riz, les importations coûtent au Burkina 45 milliards de francs CFA. C'est normal. C'est normal. Importer du riz. En 2008, on faisait quel tonnage de production au Burkina Faso. Mais la vie chère que nous avons vécue, quand les gens ont cassé les feux rouges, ils ont brûlé les pneus, et que l'État a pris des mesures idoines pour accompagner la production du riz, vous avez vu la flèche de la production du riz. Alors, si on avait continué dans cette dynamique et qu'on avait pris d'autres spéculations et qu'on prend dans l'ensemble de la production agricole pour dire je veux faire réellement du développement économique de mon pays à partir de l'agriculture, on ne serait pas nous en sommes aujourd'hui. Non. Non. Allez-y au ministère de l'Agriculture, la DGADI est là, il y a le type d'exploitation agricole, l'exploitation modèle. Très bien comme idée. Mais on fait des forages à 45 mètres, on sort un début de 5 mètres cubes. Vous voulez faire quoi avec ça? Et on a la possibilité d'aller en profondeur en fonction, effectivement, de l'étude qui peut être faite pour que nous puissions avoir des puits qui peuvent faire environ, même jusqu'à 45-50 mètres cubes d'eau. Je raconte peut-être des bêtises, mais c'est faisable. On a vu ça ailleurs. Ok. Il faut aller vers cela. Alors, pour ce qui est de l'importation, M. Kéma, comment on fait justement pour ne plus dépendre de l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, on a, je le disais, 45 milliards de francs CFA, rien que l'importation du riz qui n'est pas assez taxé. Je crois que les chiffres ont été donnés au niveau de... Il y a des chiffres qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui disaient que l'État prélevait jusqu'à 12 750, ce qui était faux, bien entendu. Et la Direction générale de la douane a fait une sorte d'explication qui dit, à la base, ce qu'on prélève en termes de taxes douanières sur le sac de 50 kg, c'est 7 500. Voilà, 7 500. Et sur un sac de 50 kg, le droit de douane est de 650 francs CFA. Alors, avec tout ce qu'il y a comme redevance statistique, tout ce qu'il y a comme le prélèvement communautaire de solidarité, on est, disons, à 8 500. Je crois que mes chiffres sont bons. Donc, comment faire justement pour réduire ce niveau-là? Je dirais que, en faisant cette analyse de l'évolution des importations sur au moins 10 ans, et en termes d'importation des produits agricoles, le Burkina reste un producteur et un pays importateur net de produits agricoles. Et ça veut dire qu'on en demande plus qu'on exporte des produits à l'extérieur. Et tout cela s'explique par le fait qu'on a environ 65% des besoins de consommation de nos populations qui sont liés aux produits céréaliers.
Et ça reste une question préoccupante au niveau national. Et je pense que la CPF en est consciente. Pour revenir, il n'y a que des politiques intérieures. Est-ce que c'est pas mal pensé aussi de laisser entrer justement sur le territoire national beaucoup de ces produits céréaliers? Le riz, par exemple, n'est pas aussi tellement consommé aussi par les populations. Parce que les produits céréaliers qui sont très consommés, il y a le sorgho, le maïs, le mil. Voilà, et on laisse entrer justement, j'allais dire, du riz importé. Bon, on ne parle même pas de la qualité. Est-ce que ça nous arrange même en tant que nation? Je ne vous coupe pas, mais le politique aujourd'hui a peur de quelque chose. Lequel? Le politique a peur de la grogne des citadins. Vous voyez pourquoi on importe? Allez-y. Si on importe, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment accompagné la production nationale. On importe. Pour que les gens fassent semblant de dire « je vous accompagne à avoir à manger ». C'est une sécurité alimentaire. Il faut que nous dépassions la sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire doit découler de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons réduit un tant soit peu l'importation du riz pour le Burkina. Parce qu'il y a eu un élément précurseur après ce que nous avons vécu en 2008. Si on était parti dans la même logique aujourd'hui, à accompagner de façon efficace notre agriculture avec des échéances, on ne peut pas tout faire à la fois, mais de façon échelonnée, avec dans notre vision à long terme, dans les 25 ans qui viennent, nous ne voulons plus avoir une importation massive de denrées alimentaires. On va y arriver. Aujourd'hui, là, c'est quoi? On vous dit, c'est des dons qu'on vous donne. Vous pensez c'est que la Russie même a promis... Il y a aussi les prêts de la CEDEAO en céréales en 2018 et en 2022. Mais la bêtise que nous avons vécue, la CEDEAO est venue après pour nous donner de l'argent d'acheter à manger. Si on nous avait donné de l'argent en ce moment pour injecter dans la production, vous pensez qu'on allait avoir encore besoin de ça? Non, il y a des choses, il faut les regarder en face. Et moi, je suis tout à fait, vraiment très content aujourd'hui. L'autorité aujourd'hui a effectivement entendu le cri du cœur des agriculteurs du Burkina, parce que notre indépendance ne pourrait venir que de notre alimentation. Si nous sommes souverains... En parlant d'alimentation, je vais parler des produits, enfin des céréales qu'on cultive. On a récemment, le 17 mars dernier, le ministère de l'Agriculture qui a signé une convention de financement avec l'INERA pour relancer la production de semences de blé. Alors, ce sont des céréales. Est-ce que c'est dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, le blé? Pourquoi ne pas justement injecter dans les céréales, le sorgho, le mil, le maïs? Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais est-ce que ce financement de 113,2 millions de francs CFA qui a été accordé justement à l'INERA pour la production de semences de blé ne pourrait pas être injecté justement dans la production de sorgho, de mil et de maïs? Ne restons pas fermés. Nous faisons confiance à notre recherche. Ce que nous avions vécu avec la valeur ajoutée que la recherche a injectée dans la productivité et la valeur ajoutée de nos semences aujourd'hui est très importante. Mais nous avions eu une habitude, l'habitude de manger du pain tous les jours que de manger des galettes. Le pain se mange au village? Dans les villages reculés, c'est beaucoup plus une habitude, on appelle ça des grandes villes. Boulot. C'est ça. Permettez-moi de... Mais, oui, vous avez... Est-ce que c'est la même matière qui est utilisée justement pour faire le pain au village? Le blé, par exemple. Mais aujourd'hui, grâce effectivement à notre recherche, nous sommes arrivés à ne plus utiliser 100% de la production de blé pour produire du pain. Il y a certaines spéculations panifiables, telles que le maïs, même le sorgho. Il y a d'autres produits comme ça. Mais vous voyez, l'introduction même de la production du blé n'a pas commencé maintenant. Moi,
nous l'avons vécu avec Salif Diallo en son temps, qui a même été fâché parce que bon. Okay. Mais on ne peut pas être fermé. Nous sommes dans un monde planétaire. J'apprends que le pays, enfin, c'est une information, le pays consomme environ 315 000 tonnes de blé par an et qui est principalement approvisionné par la France et la Russie, qui comptent tous deux pour près de 95% des expéditions. Ça, ce sont les données compilées sur la plateforme TradeMap. Voilà. Vous voulez réagir? Allez-y. Je voulais réagir par rapport aux besoins de consommation de nos populations. Et récemment, il y a eu des initiatives qui tendaient à encourager la consommation et la valorisation des produits locaux. Okay. C'est une initiative lancée par les plus hautes autorités et qui est en cours. Et ça a permis d'inverser cette tendance qui faisait qu'on dépendait plus de l'approvisionnement des produits céréaliers venant de l'extérieur pour assurer notre consommation intérieure. Là, j'insiste, il y a que nous devons travailler à valoriser nos produits locaux pour se substituer des importations massives. Et entre autres... La question qui est posée, c'est le travail en amont. Comment on fait pour produire assez, pour nourrir la population? Après, on peut parler de valoriser. C'est là toute la question, oui. C'est là tout l'enjeu. Oui, la production, c'est un autre volet qu'il faut bien penser et en tout cas bien la maîtriser. Mais il y a eu des initiatives et il y en aura des initiatives. Mais je pense que l'aspect production, intensification, mécanisation de l'agriculture, c'est des chemins qu'on doit emprunter et ne plus quitter ce chemin-là jusqu'à ce qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Sur les habitudes de consommation des populations burkinabées, je parle bien entendu au Burkina, je parle du Burkina, sur quelle culture faut-il maximiser? Enfin, il faut plus mettre l'accent. Je parlais des politiques publiques. Bon, il y a la culture du maïs, il y a le riz et il y a le petit mil, qui est beaucoup consommé. Donc, il faut beaucoup maximiser sur la production et avoir des variétés à haut rendement pour pouvoir produire beaucoup et arriver à pallier à beaucoup d'aléas qui rentrent en jeu. Qui rentrent en jeu. Ce qui fait que ce n'est pas produit assez, ce qui fait qu'on importe beaucoup, notamment le riz. Notamment le riz. Bon, ce qui fait qu'on importe beaucoup, il y a la productivité. Puisque si la productivité n'est pas beaucoup, produire beaucoup pour pouvoir consommer, c'est une chose vraiment très, très, très importante. On n'est pas encore à ce niveau? On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. Il y a des espaces qui ne sont pas occupés, il y a des bas-fonds qui ne sont pas utilisés. Donc, tout ça, on peut utiliser pour pouvoir produire beaucoup. Et créer des variétés à haut rendement pour pouvoir pallier à ces aléas. Avec la recherche? Avec la recherche. Bien entendu, M. Gansouré, il faut saluer de grande consommation. Il faut saluer le travail de l'INERA, bien entendu. Voilà. Ça, en tout cas, nous, on les félicite et nous souhaitons qu'ils aient davantage un accompagnement. L'INERA a été invité à cette émission. Des questions de calendrier n'ont pas pu venir. Peut-être qu'on les aura prochainement, justement, pour évoquer des questions de recherche dans le domaine agricole. Alors, comment on fait, M. Gansouré de la CPF, Confédération Paysanne du Faso, pour encourager la production locale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire? Je vous les ai dit tantôt. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Le premier chemin, c'est d'abord définir une bonne vision. Deuxième chemin... Et vous dites qu'aujourd'hui, la vision n'est pas encore définie. Une vision pas futuriste. Pas futuriste. Vous entendez quoi par futuriste? Allez-y, expliquez. Quand je parle d'une vision futuriste, on doit se donner des échéances et des moyens adaptés à l'échéance et à l'ambition que nous avons. Cette année, nous avions comme prévision produire 5 800 000 tonnes environ.
Chose que j'ai dit, j'ai même honte quand je prononce ce chiffre pour 86% de cette population. Et en tenant compte du contexte sécuritaire? Non, même avec le contexte sécuritaire. Qu'est-ce que vous faites de tous ces paquets techniques et technologiques que la recherche a mis à la disposition du monde rural? Aujourd'hui, on devrait être en mesure, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, d'avoir une production intensive malgré la typologie des agricultures que nous avons. C'est en partie l'agriculture familiale qui fait un travail de fond pour l'alimentation de notre population et qui même exporte. Celle qu'on a. L'agriculture familiale. L'agriculture familiale. Respectueux d'abord de l'environnement. Malheureusement, nous sommes en train de perdre aussi ce terrain pour la simple raison que, je vous ai dit, pour que nous ayons cette capacité de rendre l'agriculture attrayante, c'est de la moderniser. Moderniser, ce n'est pas seulement les machines. Moderniser, c'est dans le raisonnement même de notre agriculture. Tu produis quand, comment, avec qui, pour qui et à quel moment. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête aujourd'hui. Et je suis très fier, et je le répète, du discours politique porté par notre chef d'État aujourd'hui à l'endroit de notre agriculture. S'il continue comme ça, alléluia. Mais, il ne faut pas qu'on reste dans le discours. Que l'on permette aujourd'hui, notre population est très jeune. Et c'est un facteur déterminant. C'est un avantage, comme ça peut être un désavantage pour nous si on n'arrive pas effectivement à les occuper judicieusement. Et que l'on permette aujourd'hui aux gens de produire dans la quiétude, sécurisation foncière, et qu'on arrive aujourd'hui à leur apporter un accompagnement, tant sur le plan technique, sur le plan financier, que sur le plan commercial, en passant par la transformation de nos produits. Vous voyez, j'ai vu certaines coopératives que nous avions créées, nous avons accompagné à créer, qui passent de la production avec une organisation pour la transformation des produits qu'ils mettent sur le marché. Et ça donne une valeur d'abord du produit. Et avec ce que nous avons, même consommons le burkinabé après Sankara. Mais c'est la Confédération paysanne du Faso qui a pris encore son bâton de pèlerin pour dire, pour absorber la production que nous avons tant du mal à mettre sur le marché à des prix rémunérateurs, il faut que l'État, effectivement, incite la consommation du produit local. Monsieur Kema, alors, est-ce que, pour ce qui est de l'importation, est-ce que les importateurs ont plus de facilité que les producteurs locaux? Je dirais non. Parce que, du point de vue procédure, il faut d'abord connaître votre fournisseur et créer d'abord cette confiance qui montre que vous pouvez être en relation d'affaires. Et à l'ère de la technologie, il y a toutes sortes d'arnaques sur les commerces en ligne où lorsque l'importateur n'a pas les informations, toutes les informations et toutes les garanties de ses fournisseurs ou de son fournisseur. Mais, de prime abord, c'est des orientations qu'il faut avoir au niveau national. Il faut privilégier la production locale au détriment des importations. On ne peut pas se développer en ayant le statut d'un pays importateur net de produits agricoles. Je rejoins le SG de la Confédération paysanne du Faso. Aujourd'hui, nous avons amorcé des
quelques progrès et il faut maintenir ce rythme et permettre au monde agricole d'être le moteur de notre autosuffisance alimentaire. Voilà ce que je voulais souligner en ces termes. Noba Franciline, qu'est-ce que vous avez à dire justement pour ce qui est de la modernisation de votre secteur? Comme il a dit, cela s'entend par un travail en amont, mais aussi en aval. Mais en même temps, dans tout le secteur, il y a les questions d'infrastructure, de logistique. Comment on cultive justement dans la boucle du Moun, le grenier du Faso, et comment faire justement pour convoyer justement ces denrées dans les grandes villes pour les questions de dessettes, de routes, mais aussi des transformations. Est-ce que vous avez justement un message à ce niveau-là? Bon, la modernisation passe par la mécanisation. Il faut arriver à mécaniser d'abord la production et ne plus utiliser des outils rudimentaires. Et pouvoir aussi avoir des camions pour pouvoir faire le transport. L'État, sur les outils, l'État doit-il accompagner les agriculteurs, les producteurs, justement dans l'acquisition d'outils modernes? Oui, l'État doit accompagner pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on arrive vraiment à mécaniser la production. Il ne faut plus utiliser des outils rudimentaires parce que ça ne peut pas produire assez. Okay. Je crois que chaque année, il y a la remise des tracteurs qui sont faites au niveau du ministère de l'Agriculture, excusez, avec les producteurs. Est-ce que c'est suffisant? Makanso, qui a un sourire. Je vous ai donné les statistiques. Hein. Ouais. Je vous ai donné les statistiques. Aujourd'hui, vous voyez, regardons la typologie des agriculteurs, des exploitations aujourd'hui. Faisons une segmentation et apportons un accompagnement différencié. Ce n'est pas tout azimut qu'il faut apporter des tracteurs. C'est vrai, ça fait joli. Quand on dit on a apporté 100 tracteurs, ça fait quoi? C'est comme rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. On va de façon échelonnée. Pour vraiment des petits agriculteurs qu'on veut tirer de la vulnérabilité, c'est l'attraction animale. Qui vont progresser vers des motoculteurs. Et des motoculteurs qui vont aller à des tracteurs. Aujourd'hui, vous voyez, à certains moments, quand je regarde, c'est comme si on jouait dans une scène de cinéma. C'est du spectacle. Ah bon? Si. Malgré la bonne volonté de l'État, je n'en doute pas. Mais, je vous dis, et je vais vous le répéter, à la sortie des États généraux de l'agriculture que nous allons avoir très bientôt, nous allons dire à nos décideurs, voilà comment on peut être accompagné pour que nous puissions prendre la route pour un développement concerté, harmonisé, futuriste et prospectif de notre agriculture. Les gouvernements successifs de ce pays avaient bien sûr, avec vous, notamment au niveau de la CPF, avec toutes ces informations. Qu'est-ce qui a manqué justement à ce niveau-là? Si on est arrivé à ces résultats, c'est parce que aussi la Confédération paysanne du Faso n'a pas dormi sur ses lauriers. Les 100 000 charrues qui étaient données au temps de Blaise Compaoré, ce n'était pas accompagné d'animaux de trait. Ok. Et on dit, on va accompagner les ménages vulnérables avec des charrues. Des charrues. C'est le monsieur qui va être là, nous, le bœuf, pour tirer la charrue. C'était sans les animaux de... C'était sans les animaux. Nous avions dit une traction animale, il faut qu'on donne les complets. Ça, c'est déjà une proposition qui a été acceptée, qui a même, si on regarde, aujourd'hui, c'est que souvent, il y a des statistiques qu'on ne collecte pas.
vous allez voir qu'il y a eu un plus avec ce qui a été... Nous avons quitté, en ce moment, on était à 26% des ménages agricoles équipés et nous sommes passés à 32%. Et on était en ce moment dans l'ordre de 3 millions, on n'avoisinait même pas les 4 millions de production de céréales. Aujourd'hui, il y a une production, quand je parle de production, c'est une augmentation de superficie. Et il y a aussi ce que nous avons appelé les technologies, la semence, la bonne semence. Il y a eu la fertilisation du sol avec ce que vous connaissez comme paquet. Merci Marc Gansereux. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Merci également à Franceline Noba et à Wilfried Kima. Je le disais, c'est le premier numéro d'une série de numéros qui va être consacré justement au secteur de l'agriculture. On espère vous retrouver très bientôt sur ce plateau. On va faire ça en 2 heures. En 1 heure de temps, on n'arrive même pas à discuter, à parler de nos problèmes. Nous allons créer le cadre justement pour vous inviter, pour venir justement parler du secteur de l'agriculture. Merci à vous. Merci Marc Gansereux de la CPF, la Confédération Paysanne du Faso, Wilfried Kima qui est expert en commerce international et Noba Franceline qui est la directrice de l'EPAM, l'entreprise et promoteur, je crois, c'est ça? Oui. Promoteur, laissez-moi s'améliorer. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.